Donc, au nom d'une petite équipe de recherche, je vais vous parler des sols forestiers et de leur rôle dans le cycle du carbone. Est-ce qu'ils agissent comme des puits ou des sources et quels sont les processus en jeu. Donc, l'activité humaine perturbe fortement le cycle du carbone en générant des émissions par combustion des combustibles fossiles et aussi par changement de l'utilisation des terres. Alors on voit sur ce graphique que les émissions de CO2 ont augmenté progressivement depuis la révolution industrielle et puis de manière accélérée à partir du milieu du XXe siècle. Alors ce carbone émis, il se retrouve dans la végétation, dans les océans et de plus en plus dans l'atmosphère, ce qui génère le changement climatique, le réchauffement que l'on connaît. Alors, on peut dire en moyenne, à l'échelle planétaire, qu'un tiers du carbone émis se retrouve dans la végétation. Alors, à l'échelle française, Christine a dit environ les écosystèmes forestiers, une étude de l'INRA et de l'IGN a montré qu'il y avait une vingtaine de % des émissions de CO2 qui sont fixées dans les écosystèmes forestiers, avec tout l'effet de substitution de la filière bois. Alors si on reste sur l'écosystème forestier, les auteurs de l'étude ont montré qu'environ 8% du carbone fixé par les écosystèmes forestiers se retrouve dans le sol. Et cette estimation de 8%, elle est basée sur une analyse approfondie de la littérature, mais elle mérite d'être un petit peu affiné et notamment en ce qui concerne la comptabilisation des émissions de CO2 en France dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc les pays signataires du protocole de Kyoto se sont engagés à limiter leurs émissions au niveau de 1990 pour la période 2008-2012 et pour la période d'engagement supplémentaire 2013-2020, ils ont des ambitions plus grandes encore de réduire de 20% sous ce niveau de 90 et avec la possibilité de prendre en compte de manière optionnelle l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. Et c'est ce que la France a choisi de faire, de prendre en compte cette rubrique qui, contrairement à toutes les autres, agit comme un puits, alors que toutes les autres sont des sources d'émissions de CO2. Et en ce qui concerne les sols forestiers, l'hypothèse qui a été faite, c'est que les sols forestiers ont un rôle neutre vis-à-vis des émissions de CO2. Et donc le ministère de l'Agriculture de l'époque, qui nous a commandé l'étude, qui a financé ces études, voulait qu'on puisse étayer cette hypothèse, la vérifier. Donc, concrètement, l'objectif de l'étude était de répondre à 3 questions. Les sols forestiers français sont-ils des sources ou des puits de carbone? Quel est le taux de séquestration, voire d'émissions de carbone par le sol? Et quels sont les facteurs et processus responsables des évolutions observées? Alors, pour y parvenir, on disposait des données du réseau René Coffort, qui couvre une large gamme de contextes écologiques en termes d'essence, de sol, de climat. Vous avez ici une carte qui représente la diversité des sols. Et les données, donc on disposait de données de 2 campagnes d'échantillonnage. La première campagne d'échantillonnage des sols a eu lieu entre 1993 et 1995. Et au sein d'une placette, l'échantillonnage est réalisé par grappes, donc 5 grappes. 4 se trouvent en périphérie de la placette et une au centre de la placette. Chacune des grappes, c'est une grille avec 16 nœuds. Et de ces 16 nœuds, on choisit 5 points qui sont représentatifs de la grappe. Donc, le prélèvement s'est fait par couche et tous les échantillons d'une même grappe ont été rassemblés pour faire un échantillon composite. Ça, c'est l'échantillonnage à la première campagne. Et à la seconde campagne, le même plan d'échantillonnage a été utilisé, sauf que les grappes ont été déplacées de 1,5 mètre dans une direction fixée. Le prélèvement des échantillons s'est fait en 4 ou 6 couches individualisées. Selon les campagnes et les sites, 1 à 3 couches
organiques ont été prélevés et le sol minéral a été prélevé par couches de profondeur fixée, 0,10 cm, 10, 20, 20, 40. La teneur en carbone organique a été déterminée par combustion sèche pour les horizons organiques et la couche minérale 0,10 cm, et par la méthode Hahn, qui est une adaptation de la méthode Wolke-Black pour les couches 10, 20 et 20, 40. Alors, les stocks ont été calculés aux deux campagnes. Pour les horizons organiques, c'est assez facile, c'est la masse de litière fois la teneur en carbone organique. Et pour le sol minéral, c'est la teneur en carbone organique multipliée par la densité apparente, l'épaisseur de la couche, et en tenant compte également de la fraction grossière qui n'est pas prise en compte dans la mesure de la densité apparente. Alors, grâce à ces données, on a pu estimer la variation de stock entre les deux campagnes, et grâce aussi aux répétitions au sein d'une même placette, on a pu tester si cette variation de stock était significativement différente de 0 ou pas, d'abord placette par placette. Et voilà le résultat pour les placettes de chêne. Vous voyez la variation de stock. Quand l'évolution est significative à la hausse, je l'ai représenté en vert, et quand c'est significatif à la baisse, c'est en rouge. Vous avez ici les résultats pour les placettes de chêne, pour le hêtre, le Douglas, l'épicéa et le sapin, et pour le pin. Ça concerne le stock total. Maintenant, si on regarde les choses couche par couche, vous avez ici un graphique avec la proportion de placettes où on a une évolution significative à la hausse, c'est en vert, évolution significative à la baisse en rouge, et la proportion de placettes où on n'a pas d'évolution significative. Alors on voit que les évolutions significatives sont plus nombreuses pour les couches organiques, et puis c'est un peu moins, ça diminue dans la couche 0,20, 0,40, et c'est pour le stock total qu'on a le moins d'évolutions significatives. On voit aussi que les évolutions non significatives sont majoritaires, mais quand il y a une évolution significative, c'est en grande majorité des évolutions à la hausse. Alors une autre manière de représenter les choses, ici pour le stock total, c'est de mettre en relation le stock à la campagne 2 avec le stock à la campagne 1. Et tous les points qui se trouvent au-dessus de la diagonale concernent des placettes où le stock s'est accru, une augmentation de stock. Mais seulement les points verts, seulement les placettes qui sont représentées par des points verts ont une évolution significative à la hausse. Et tous les points qui sont sous la diagonale, qui sont minoritaires, ont une variation à la baisse, mais seulement 3 placettes ont une évolution significative à la baisse. Alors, je reviens sur le graphique précédent. Vous pouvez voir ici, avec la barre d'erreur, qu'il y a une forte incertitude, et c'est dû à l'hétérogénéité spatiale du stock de carbone au sein d'une placette. Et donc, 15 ans, c'est une durée qui est encore relativement limitée pour mettre en évidence une évolution à l'échelle de la placette. C'est pourquoi on a aussi fait des analyses en regroupant l'ensemble des placettes, et ces analyses à l'échelle de l'ensemble du réseau ont montré que la séquestration du carbone, donc j'entends par séquestration du carbone la variation de stock rapportée au nombre d'années entre les deux campagnes. Cette séquestration du carbone, à l'échelle de la France, elle est significative pour les horizons organiques, et elle s'élève à peu près à 0,1 tonne de carbone par hectare et par an. Pour l'horizon 0,10, donc l'horizon minéral superficiel, et ça s'élève à 0,25 tonnes de carbone par hectare et par an. Il n'y a pas d'évolution significative entre 10 et 40 cm, et au total, on a une séquestration de carbone qui est de l'ordre de 0,35 tonnes de carbone par hectare et par an. Alors, qu'est-ce que ça représente, 0,35 tonnes de carbone par hectare et par an? Si on rapporte ça au stock de carbone moyen, on est au niveau du 4 pour 1000. Donc on a une séquestration qui équivaut au 4 pour 1000 dans les sols forestiers. Et alors si je fais un exercice un peu plus périlleux,
en considérant que le réseau est représentatif de la forêt française et que je multiplie ce taux de séquestration par la surface forestière, j'obtiens un chiffre qui est de l'ordre de 20 millions de tonnes de CO2 fixées chaque année. Alors c'est un chiffre qui varie si on tient compte de l'incertitude. Ici vous voyez qu'il y a une incertitude, donc ça varie entre 13 et 27 millions de tonnes de CO2 par an, et ça représente à peu près 5% des émissions. Alors ce 5%, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Voilà. Mais bon, une chose qui confirme un peu nos estimations, c'est qu'en Allemagne, ils n'ont pas de séquestration dans les couches organiques, mais la séquestration obtenue pour la couche 0,10 est du même ordre de grandeur, et même plus que le même ordre de grandeur. Je crois que c'est de l'ordre de 0,22 tonnes par hectare et par an. Donc on est vraiment au même niveau que les Allemands qui ont fait, eux, l'analyse sur un réseau systématique. Alors pour expliquer un petit peu les facteurs qui sont responsables de cette séquestration du carbone, ou bien différencier les placettes vis-à-vis de cette séquestration du carbone, on a utilisé toute une série de variables qui caractérisent la position géographique, le peuplement, le climat, le sol. Et avec toutes ces variables, on a utilisé une procédure de sélection de variables pour faire ressortir les facteurs les plus importants. Et les deux facteurs qui ressortent, c'est l'âge du peuplement et la structure du peuplement. Donc la séquestration du carbone a tendance à diminuer avec l'âge. Donc la séquestration, ça ne veut pas dire le stock de carbone. Le stock de carbone augmente avec l'âge, mais il augmente moins vite avec l'âge. Et il est plus élevé dans les structures irrégulières que dans les structures régulières. Évidemment, on a peu de placettes en structure irrégulière, mais quasiment tous les points sont plus hauts que la moyenne des points pour la structure régulière. Alors, de l'analyse... Oh, il me manque une DIA ici. Ah. C'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer aussi qu'il y avait... de l'analyse ne ressort pas l'effet essence. Pourtant, quand on s'intéresse à l'effet essence, on voit que les résineux séquestrent nettement plus de carbone que les peuplements feuillus. Pourtant, ils ne ressortent pas de l'analyse statistique, et ça s'explique parce que c'est confondu avec un effet âge. Les résineux sont en général plus jeunes et ont un historique de boisement plus récent. Donc ici, il y a un effet essence qui est un peu en question, en forme de point d'interrogation. Est-ce que cet effet est vraiment là? Et en plus, il est confondu avec un effet âge et ancienneté de l'état boisé. Alors, pour entrer un peu dans les processus, on a appliqué une approche par bilan de masse pour comprendre quels sont les processus qui génèrent cette séquestration de carbone. Et cette approche de bilan de masse, on l'a appliquée à la partie aérienne, les horizons organiques, et à la partie plus souterraine, le sol minéral, en considérant deux moments clés. Le début de la période d'observation, donc la campagne de prélèvement, la première campagne de prélèvement, et le milieu de la campagne, le milieu de la période d'observation, donc entre les deux campagnes. Donc d'abord en ce qui concerne le bilan de masse réalisé à la première campagne, pour estimer les retombées, l'apport de litière aérienne, on s'est basé sur les mesures du réseau. Et puis, comme on n'avait pas d'estimation pour les litières racinaires, on a utilisé des relations empiriques à partir des retombées de litière pour estimer les litières racinaires. Et puis, on a fait une hypothèse assez forte de stationnarité. Donc, on a considéré qu'à la première campagne, les stocks étaient à l'équilibre. Donc, pas de variation de stock. Du coup, il nous était assez facile de déduire la perte de carbone par décomposition, puisque s'il n'y a pas de variation de stock, elle est égale aux apports de litière. Et puis, on a essayé de voir comment
comment ces flux ont évolué au cours du temps, s'ils ont évolué au cours de la période d'observation. Alors, en ce qui concerne les litières aériennes, on n'a pas vu de tendance dans les mesures faites au niveau du réseau René Cofford, donc on n'a pas considéré de tendance à ce niveau-là, et on en a déduit, on a fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas non plus de tendance du coup au niveau des litières racinaires. Par contre, en ce qui concerne les pertes par décomposition, étant donné que la qualité de la litière avait diminué, s'était dégradée, notamment au niveau du rapport C sur N, donc les teneurs en azote moins grandes, on a estimé, sur base de modèles relativement simples, une réduction de la vitesse de décomposition. On a estimé une réduction plausible de la vitesse de décomposition. Et cela donne un taux de séquestration obtenu par cette méthode bilan pour les horizons organiques qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on observe. Donc 0,1 tonne par hectare et par an, 0,1 tonne de carbone par hectare et par an. Par contre, en ce qui concerne le sol minéral, l'approche nous conduit à des estimations de séquestration de carbone par l'approche de bilan de masse qui est nettement inférieure à ce qu'on observe en réalité sur le terrain. Et donc, ça nous a conduit à remettre en question notre hypothèse de base sur le fait que les sols étaient à l'état stationnaire à la première campagne. Et on explique du coup la séquestration de carbone plutôt comme résultant d'un déséquilibre préexistant entre les apports de litière et la décomposition. Et cette explication est bien corroborée par l'effet de l'âge sur le taux de séquestration du carbone, puisque pour les peuplements les plus âgés, on s'approche de plus en plus de l'état d'équilibre. Donc voilà, en conclusion, les données du réseau ont permis, au moins partiellement, de répondre à une question d'actualité en ce qui concerne le cycle du carbone. Les sols forestiers agissent-ils comme des puits de carbone? La réponse, pour moi, est oui. Et quel est l'ordre de grandeur? C'est l'ordre de grandeur du 4 pour 1000. Et puis, un autre aspect important de l'étude, c'est qu'elle a permis de formuler des hypothèses. Et c'est là, pour moi, un des grands intérêts du réseau, c'est qu'il permet aux chercheurs de se poser les bonnes questions. Alors, les hypothèses qu'on a posées, les questions sont relatives à l'effet de l'âge, de l'essence, de la structure du peuplement. Et tous ces effets devront être vérifiés, testés de manière plus approfondie dans des dispositifs de recherche contrôlés. Alors il reste aussi des questions. Est-ce que les tendances vont se poursuivre à long terme? Quelle est la stabilité du carbone qui est nouvellement accumulé? Voilà, et donc pour conclure, je dirais que je suis un peu dans le même cas que François hier. Les données du réseau René Cofford m'ont apporté beaucoup, m'ont permis de faire de nombreux travaux de recherche. Et donc je vous en suis très reconnaissant, à vous qui avez collecté les données jour après jour. Merci aussi à Erwin et puis à Manuel de m'avoir donné l'opportunité de traiter ces jeux de données très précieux et de grande qualité. Et je compte bien encore les utiliser dans la suite, notamment dans des recherches plus de modélisation mécaniste, parce que je considère que vraiment les placettes du réseau sont idéales pour la validation des modèles et l'analyse de simulation sur des cas d'études bien particuliers. Voilà, merci pour votre attention.